Salut à tous, c'est RM. 2025 débute et je vous préviens, je rentre dans mon arc arcade sur cette chaîne. Ou arcade, si je puis dire. Sauf que j'ai pas de borne d'arcade. Enfin si, j'en ai une mini, l'Astro City Mini dont je vous ai déjà parlé dans le passé. Joli produit, bien fini. C'était vendu avec des accessoires supplémentaires optionnels il y a quelques années. Et justement, j'avais entendu beaucoup de bien de la manette additionnelle Astro City qui reprend le design du stick, mais non, c'est petit, et il y a une vraie croix. J'attendais une promo, puis quand elle est descendue à 28€, je me la suis prise, sauf que j'avais déjà sorti ma vidéo. C'était il y a environ 2 ans, je crois. Entre temps, j'ai vu que son prix avait bien monté, elle a l'air un peu recherchée, mais du coup je l'ai toujours pas déballée. Je m'étais dit qu'à l'avenir, si je voulais rebrancher l'Astro City Mini, ça serait un bon prétexte pour la redécouvrir. Et effectivement, avoir un nouveau contrôleur, c'est une super occasion, et ça m'a trop donné envie de redécouvrir ce catalogue arcade, mais en jouant seulement aux jeux que j'aime bien. Quand j'ai branché la borne pour la première fois à l'époque, c'était pour tester tous les jeux, donc je me forçais aussi à jouer à des trucs qui m'intéressaient pas. Mais cette fois-ci, on fait ça en mode chillax, je ne joue que aux jeux que je sais que j'aime bien, juste pour approfondir chacun d'entre eux. Avec cette nouvelle manette, il y a 2 ans je vous disais que redécouvrir des jeux arcade bien connus mais avec un stick, ça permettait de leur donner une nouvelle saveur, parce que moi j'ai jamais eu de stick arcade à la maison. Et franchement le stick de l'Astro City Mini, il est pas si mini que ça. Ouais d'accord c'est petit, mais il y a un super feeling sur les boutons, et le joystick clique bien, c'est très cool. Mais je dois reconnaître que ça t'oblige de jouer dans une certaine position qui est moins confortable sur le temps long que simplement avachi dans mon canapé, avec une manette entre les mains, comme si c'était une console de salon. Bah alors, je croyais que tu voulais entrer dans un arc arcade. Vous êtes en train de vous dire. Oui mais l'arcade c'est avant tout une philosophie, une logique, un gameplay, et ça je vais quand même pouvoir le redécouvrir avec une manette classique. Donc déballons la bête. Attention, réaction en direct. Waouh, elle est trop agréable à tenir. Les petites poignées ici, ça permet de bien caler son doigt. Les boutons ont un super game feel et la croix, elle bouge presque comme un joystick. Trop agréable. Super sensation. Manque peut-être des gâchettes vu comment les index se mettent bien. Ça elle aurait pu être recyclé dans d'autres jeux, mais waouh. Trop bien comme manette et boutons. La croix, je la kiffe. Et les boutons, ils ont un petit creux dedans. C'est pas juste tout lisse. J'aime bien. Il y a un petit point et 2 en haut pour que les aveugles puissent s'y retrouver. Des boutons en braille. Elle est ultra quali cette manette. Ça fait pas petite manette cheap rétro. Le plastique de la manette il est doux et de hyper bonne qualité. Ses principales forces pour moi, je dirais que c'est sa taille, sa prise en main avec le volume à l'arrière, les gros boutons légèrement creux et surtout la croix, souple et étonnamment douce. La croix Saturn fait beaucoup plus rigide en comparaison. C'est dur de vraiment dire laquelle est meilleure, parce que le toucher n'est pas le même. Mais en tout cas, elle reprend les 6 boutons de façade, mais pas les gâchettes. En revanche, en main, vu sa forme et son volume, je dirais qu'elle est même plus confortable à tenir que la manette Saturn, même si ça me fait mal de le dire. Et les boutons XYZ sont bien plus gros, mais ça c'est pas forcément un avantage. Pour l'arcade c'est cool, 6 boutons identiques, mais sur les jeux Saturn c'était cool aussi d'avoir différentes formes. La croix par contre j'ai vraiment du mal à dire laquelle je préfère. Je pense que ça va dépendre des jeux. Mais en tout cas elle est silencieuse. Elle fait aucun bruit, c'est le contraire de la croix Xbox Series. Mais maintenant faut la brancher, j'ai envie de la tester pour de vrai. Donc j'ai d'abord voulu voir si je pouvais la brancher à d'autres trucs que mon Astro City. Et quelle déception de constater qu'elle n'était pas compatible avec la Mega Drive Mini. C'est trop dommage, parce que je crois que c'est fait par les mêmes constructeurs. J'aurais pu jouer à Street 2 dessus avec un pad 6 boutons. Mais non, ils ont pas poussé la compatibilité jusque là. Tu peux pas non plus y jouer sur Switch, à moins qu'éventuellement t'achètes des adaptateurs USB qui permettent de convertir plein de sticks arcade. Je sais que ça existe, mais moi j'en ai pas. Et puis ça fait un adaptateur en plus à acheter. Donc moi je vais pas m'y intéresser tout de suite. En revanche, cette manette fonctionne sur PC. Encore heureux, c'est déjà ça. J'ai pas trop l'habitude de jouer sur PC, mais au moins là, si je dois jouer à du rétro sur émulateur, en 2D, eh ben je pense que c'est cette manette que je vais privilégier systématiquement maintenant. Enfin, sauf pour les jeux SNES. Il y a assez de boutons, mais il y a les 6 boutons d'action en façade, donc ça manque de gâchettes quand même. Et ensuite, pour faire avancer la science, j'ai voulu tester cette manette sur la PS3. Mais pourquoi elle ? Eh ben elle est connue pour pas être très restrictive en ce qui concerne la compatibilité avec les manettes, tant que c'est de l'USB. Donc on sait jamais, j'ai voulu tenter, et effectivement, il se passe des trucs. Mais alors je comprends rien, c'est
tellement aléatoire. Un coup, certains boutons marchent, 10 secondes après, la croix fonctionne mais à moitié, seulement dans certaines directions. Tu la mets sur un autre port USB, ça rechange. Incompréhensible, partez du principe que ça marche pas. Si je veux 6 boutons en façade, moi je reste sur ma manette Street Fighter 4, qui est vraiment cool pour le rétro. Et en plus, elle a des gâchettes. Bref, la manette Astro City, à part pour le PC, c'est pas la joie, donc on retourne sur l'Astro City Mini. L'occasion de réaliser à quel point j'en peux plus de la musique du menu de cette console, enfin de cette mini-borne, elle est trop agaçante à la longue. Mais sinon, en jouant à ces jeux, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que j'aimais de plus en plus Sega. Quand j'étais ado, les jeux arcade c'était pas trop mon truc, mais en grandissant, après avoir parcouru Shenmue et Yakuza et leurs salles d'arcade respectives qui célèbrent le patrimoine de Sega, j'ai développé un affect pour certains titres old school, extrêmement cultes, que là je peux redécouvrir sur cette Astro City. Mais il y en a plein d'autres des titres qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ressortir. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai redécouvert cette console mini en jouant avec la manette sur la télé calée dans mon canapé. Parce que la manette branchée directement sur l'écran de la mini-borne, ça avait moins de sens pour moi je trouve. La manette a un câble donc c'est pour que tu puisses t'éloigner, mais là l'écran est trop petit. En fait l'écran est vraiment lisible quand tu joues avec les boutons qui sont situés en dessous. Et là t'as une expérience arcade stylée avec ton petit stick. Donc je me dis que l'utilité première de cette manette, c'est avant tout, en quelque sorte, de débloquer un vrai mode console mini, et pas mini-borne. Dans ces nouvelles conditions, j'ai pu rejouer à plein de jeux, ça m'a donné envie de vous en parler, mais pour que ça soit un peu plus fun, j'ai décidé de faire un top 10 de mes jeux préférés de l'Astro City Mini. Qu'est-ce que c'est les jeux sur lesquels je m'amuse le plus? Ça sera un bon prétexte pour vous présenter cette sélection, mais sans perdre trop de temps avec les jeux un peu trop cheapos. En 10ème position, je mettrais Puyo Puyo 2, mais c'est symbolique, en vrai, le concept de ce puzzle game il est tellement excellent que j'aurais pu facilement le mettre premier, mais ça serait un peu de la triche vu le nombre de consoles sur lesquelles Puyo Puyo est disponible, je préférais privilégier des titres un petit peu plus uniques à cette borne, qui d'ailleurs contient Puyo Puyo 1 également, mais le 2 est meilleur, déjà parce que tu peux faire tourner tes pièces dans les deux sens, et le 1 il est tellement connu, j'ai déjà entendu ses musiques trop de fois, vu les mêmes backgrounds même dans la version Mega Drive, donc là au moins ça change un peu, et c'est tout aussi efficace. En 9ème position, je vais pas mettre Golden Axe, d'accord c'est cultissime, mais aujourd'hui je trouve le jeu tellement lourd à contrôler, c'est lent, c'est mou, même si j'ai enfin découvert le coup arrière avec saut plus attaque qui est très kiffant à placer. Mais donc en 9ème place, je préfère mettre sa suite, Golden Axe Revenge of Death Adder, qui est moins connu parce que lui n'a pas été porté sur console. D'ailleurs, à l'époque, Golden Axe 2 sur Mega Drive, c'était pas du tout le même jeu. Donc ça nous fait une petite exclue officielle bien sympa sur cette Astro City Mini. Les animations sont tellement plus fluides, les coups plus vifs, les sprites et les éléments du décor bien plus travaillés. Il y a 3 ans qu'ils séparent du précédent Golden Axe et ça se voit. Il y a clairement un gap générationnel. Le premier, on dirait un jeu Mega Drive, et lui, plutôt presque un jeu Saturn au niveau de sa 2D. Et puis sa palette de mouvements est plus riche, donc ça varie légèrement plus les affrontements. Pour la 8ème place, je vais parler de tous les Wonder Boy de la machine. Et pour ce faire, je vais faire, accrochez-vous bien, un top 3 à l'intérieur même du top 10. Attention, ne faites pas ça chez vous, je suis un youtubeur professionnel. Et à la 3ème place de la 8ème place, je mets Wonder Boy in Monster World. Voir un jeu d'action-aventure sur arcade, c'est trop bizarre. T'améliores ton perso en farmant des pièces et en les dépensant dans les shops du village. C'est étonnant, mais ça marche et ça change. Seul truc, c'est que c'est très dur, notamment parce que l'inertie du perso est pas évidente, il glisse beaucoup, et dès que t'es touché, t'es bien propulsé en arrière, donc ça peut être chiant pour certaines phases de plateforme ou pour quelques combats de boss. C'est pas aussi précis que dans le premier Wonder Boy, dont on va parler maintenant d'ailleurs. Mon deuxième Wonder Boy préféré de la compile, ce que je kiffe, c'est la simplicité du gameplay, déjà, mais surtout le level design. C'est rare les jeux d'arcade qui sont des purs jeux de plateforme. Souvent c'est plutôt action bourrine et esquive de projectiles. Là tu passes ton temps à sauter véritablement de plateforme en plateforme et j'adore ça. Tu reprends pas exactement où tu meurs comme dans certains shmups, mais il y a quand même beaucoup de checkpoints par stage. Ils sont pas trop espacés donc ça reste pas trop pénalisant de mourir. Et mon Wonder Boy préféré ici c'est le 3, qui ressemble déjà beaucoup plus à une suite directe de Wonder Boy 1. C'est pas un jeu d'aventure, on retrouve de la plateforme, avec en plus une dimension shoot 'em up sur certains stages. Il se passe plus de choses dans les niveaux, c'est joli, coloré, varié,
Même ludiquement, c'est le meilleur Wonder Boy de la mini-borne pour moi, et le moins frustrant parce que tu reprends direct là où t'es mort, y a pas de longue phase à se retaper. En 7ème position, j'ai mis Scramble Spirit. On parlait de shmup justement, et ben là pour un shmup très rétro qui date de 1988, ça reste amusant, même si les boulettes sont pas encore aussi visibles que dans les Manic Shooters qui vont suivre, où t'as des couleurs beaucoup plus pétantes. Et vu que là l'écran il est en mode vertical, on voit pas grand chose sans un Tate mode sur l'écran intégré de la borne. Donc clairement vaut mieux y jouer sur la télé pour avoir un affichage plus grand. Il y a des patterns sympas, j'aime beaucoup le fait que tu reprennes là où t'es mort, et pas au début du stage. T'as un système d'armes bonus qui se colle à toi que tu peux orienter ou sacrifier en guise de bombe. Ça se joue bien, c'est loin d'être le meilleur shmup vertical, hein. Mais il y en a pas beaucoup dans cette sélection, donc c'est celui-là que je retiens. On remonte encore plus dans le temps avec Space Harrier, qui est sorti en 1985. Et pourtant, il a presque l'air plus moderne que Scramble Spirit. Faut savoir que c'est un des tout premiers jeux de Yu Suzuki quand il est arrivé chez Sega, donc le créateur de Virtua Fighter et Shenmue entre autres. Space Harrier, c'était son 3ème jeu, après Champion Boxing et Hang-On, qui ne sont pas sur cette borne. Space Harrier, je kiffe la nervosité et la fluidité du jeu. C'est un plaisir à contrôler, les visuels sont exceptionnels pour l'époque, ce rendu presque 3D du sol quand tu montes et descends, les ennemis qui t'arrivent dessus avec un zoom bien rendu, c'était pas commun. C'est un jeu hors du temps quand tu joues aux autres jeux qui sont sortis à la même époque. Et les musiques sont archi cultes, et c'est pas pour rien, elles transpirent la patte Sega. J'adore ces sonorités. Il est pas évident à mesure qu'on avance, mais avec les crédits infinis, j'ai enfin pu le finir sur cette borne, et c'est agréable parce que le gameplay est précis, contrairement à d'autres shmups vus de derrière en 3D, genre à la Star Fox, où t'es pas toujours sûr que ton tir va toucher avec les fausses perceptions de profondeur. Là, ça reste de la 2D, donc si t'es aligné sur l'ennemi, ça touche. Et c'est du plaisir, direct, simple, mais efficace de voir ses ennemis partir en flammes. Mais en le finissant entièrement pour la première fois, j'ai pu constater que c'était beaucoup de color swap tout le long du jeu, sur les ennemis et les boss, donc ça manque peut-être un peu de variété visuelle, mais c'est pour chipoter. C'est culte, et ça se sent, il dégage une bête d'aura. Ensuite j'ai mis Coton. J'hésitais à mettre plutôt Space Harrier dans le top 5, mais non, c'est mon top sur l'Astro City Mini, et Space Harrier on l'a déjà vu sortir partout, donc Coton c'est déjà plus rare, alors ça me fait plaisir qu'il soit là. C'est un shmup horizontal, et clairement, ce que j'aime le plus, c'est les visuels. Les petites animations de la sorcière, le cadre change des vaisseaux futuristes ultra rapides, le level design aussi avec un scrolling qui varie un peu, qui est plus lent, qui va vers la droite, vers le haut, ça change un peu les cute them up comme on dit. Par contre c'est pas facile, hein. Surtout que bon, tu reprends là où t'es mort, mais seulement pour 2 crédits. Au bout du 2e continu, on te remet au début du stage. Donc en gros, t'as que 6 vies par stage avant de devoir te retaper le checkpoint. Ça force à mieux jouer et à apprendre les patterns, contrairement à d'autres jeux où tu peux brute force jusqu'à la fin avec les crédits illimités comme Space Harrier. Dites-vous que rien que passer le stage 2, j'ai dû m'y reprendre un paquet de fois. Il y a un gros écart de difficulté avec le premier niveau. Mais il est cool, donc je vais le laisser dans le top 5. En 4ème place, je mets un autre shooter horizontal, Thunder Force AC, qui n'est pas vraiment une exclusivité arcade, parce qu'en gros c'est juste Thunder Force 3. De la Mega Drive. Sauf que là, tu choisis pas ton stage au début, comme dans un Megaman quoi. Ils sont définis dès le départ, mais j'aime bien. Au moins, tout s'enchaîne plus vite. Et le vrai truc qui fait que j'aime beaucoup cette version, bah c'est les crédits illimités, que tu peux spammer, et là tu pourras voir la fin du jeu sans souci. Et puis ça permet de t'entraîner sans être trop pénalisé, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même des passages très ardus dedans. Mais je l'aime beaucoup, pour son style visuel, ses musiques, sa vitesse et ses sensations au global. On monte sur le podium avec Radmobile. Habituellement, je suis pas très fan des jeux de course en 2D, mais là sur arcade, quand t'avais un tel niveau de 2D justement, avec du scaling de sprite agencé à merveille pour donner de la profondeur, un peu comme Space Harrier, mais encore plus poussé, et bah t'étais loin des tracés tout plats que tu pouvais trouver sur les jeux de course des consoles 16 bits. Ici, la voiture est hyper réactive, donc franchement, je trouve ça sympa à jouer. Ça manque d'un petit système de dérapage, comme les jeux de course Sega suivants sur 32 bits, mais autrement, ça a un charme rétro pas mal, et c'est bourré de petits détails visuels qui rendent bien. C'est pas le jeu du siècle, mais c'est toujours fun le temps d'une run, et puis surtout, des jeux dans ce style, il y en a pas d'état sur la compile. Donc quand j'allume cette borne, je sais que je vais y jouer. Deuxième, Virtua Fighter. C'est le seul jeu 3D de la console. Il fait un peu intrus dans la sélection. J'aurais kiffé avoir du Virtua Racing ou Sega Rally aussi tant qu'à faire. Mais tant pis, on prend quand même, et au moins ça procure des sensations bien différentes de tous les jeux 2D de la borne.
Sa force, c'est qu'avec seulement 3 boutons, il a une palette de mouvements assez riche. Mais résultat, pour certains coups, faut appuyer sur plusieurs boutons en même temps que tu fais une direction. Sur un stick arcade, ça se fait, mais sur une manette, t'as qu'un pouce. Donc c'est le seul jeu où parfois, je joue aussi avec mon index et mon majeur en tenant la manette presque comme un stick. C'est pas banal, ça va un peu à l'encontre du concept de la manette, mais en vrai, ça reste confortable. Et c'est surtout ce jeu qui m'a donné envie de rebrancher la borne. Il est pas évident à jouer, et j'avais envie de m'améliorer. Donc je l'ai vraiment zoné. J'ai bien appris par cœur les coups de mon main, et ça m'a procuré beaucoup de plaisir et de bonheur d'enfin comprendre un peu mieux ces logiques. Et enfin, en première position, Dotori-kun. Non, je déconne. Je vais encore un peu tricher, je vais mettre 2 jeux. Shinobi 1 et Shinobi 2, qui en fait s'appelle Shadow Dancer. Bon, déjà le premier, il est hyper plaisant à jouer. Même si on meurt en un coup, c'est pas si punitif parce que tu peux refaire le tableau autant de fois que tu veux avec les crédits illimités. Et les écrans sont pas très longs, donc même quand tu reprends au départ, ça reste amusant de les refaire, de s'améliorer, de connaître les patterns. C'est un très bon jeu d'arcade, qui, fait important pour être souligné, est facile à apprécier grâce à ses shurikens qui permettent de taper en gardant ses distances. Même si bien sûr, faut s'investir un peu et pas abandonner au premier game over. Surtout pour les boss. Il y en a, ils sont casse-couilles. Hein. Mais là, jouer dans une position plus confortable faisait que je m'investissais plus longtemps. Et ça a pris en moi, j'étais comme dans un flow. J'avais envie d'enchaîner avec toute la série Shinobi. Alors de loin, c'est peut-être l'épisode qui donne le moins envie, parce que le design du héros est un peu différent, il avait pas encore la cagoule qu'on retrouvera dans les épisodes suivants, mais à jouer, non, c'est clairement un jeu Shinobi, et c'est une très belle introduction à la série, avec un côté épuré mais très dynamique, qui fait que c'est toujours un kiff à jouer. Et la grande force d'un jeu arcade réussi, c'est justement quand refaire le jeu encore et encore, c'est pas une tare, parce que le gameplay est trop cool, et les stages aussi. Ce que j'ai kiffé faire en même temps, c'est lancer un super play de No Life pendant que je jouais. C'est une émission où ils invitaient des super players qui présentaient une run, en donnant plein de petites astuces sur les niveaux, donc là, j'avais des astuces sur Shinobi et je pouvais les mettre en pratique direct. Je me sentais pleinement immergé, et ça a décuplé mon plaisir. Bon, reste qu'à partir du stage 3, ça commence à être méga chaud avec tous les ninjas qui pop juste devant toi et qui te one-shot alors que toi tu dois les blesser plusieurs fois. Et puis on te fout d'un coup 4 ninjas ennemis, donc franchement c'est chaud, voire un peu injuste. Tu sens le moment coup de tatane, juste bon allez, crève et laisse la borne au suivant pour qu'il puisse mettre des pièces. Mais sinon le reste du jeu j'aime bien. Et Shadow Dancer, c'est la première fois que je m'y investis autant. Et j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle pas Shinobi, mais ça aurait pu complètement s'appeler officiellement Shinobi 2, tellement ça se joue pareil que Shinobi 1. Et je rappelle que Revenge of Shinobi de la Mega Drive, il était pas encore sorti quand Shadow Dancer est arrivé en arcade. Tous les skills que tu développes dans le premier Shinobi, tu peux directement les mettre en application dans Shadow Dancer. Parce que le gameplay à base de shuriken, d'attaques rapprochées, de ninjutsu pour clearer tout l'écran, et les niveaux bonus à la première personne, les enfants à sauver qui sont remplacés par des bombes, le délire de pouvoir sauter à l'arrière-plan, bref, c'est le même concept. Ça fait plaisir de retrouver ce gameplay en arcade, 2 ans après le 1, mais en version peaufinée. Les nouveautés, c'est que le jeu est un peu plus beau, les décors et les sprites sont bien moins simplistes, on sent la progression technique, le héros a enfin une capuche, et surtout, le héros a un chien avec lui qui permet de débloquer des situations où c'est chaud de passer quand un mec est caché derrière une boîte, à te tirer des balles puis direct se mettre à couvert. Là t'envoies le chien et tu peux t'occuper de lui. C'est les mêmes qualités que le premier, avec plus de style, un level design un poil moins bâclé vers la fin, mais ça reste quand même méga dur. C'est comme s'ils avaient conscience que le chien était d'une très grande aide, alors ils ont augmenté la difficulté de ouf pour compenser. Sauf que quand ton chien se fait toucher et que tu peux plus l'utiliser, et bah là il y a des phases qui deviennent absolument atroces vu que tu meurs en un coup. Donc je maintiens, ces 2 jeux sont loin d'être parfaits, mais en termes de sensations pure arcade, je me suis trop amusé dessus. Shadow Dancer est plus complet, plus élaboré, donc j'aurais tendance à dire que c'est lui que j'ai préféré, mais quand je retourne sur le premier Shinobi, il y a une simplicité, et limite plus de nervosité dans les contrôles, ça réagit plus vite on dirait, que ça reste très plaisant aussi. Donc je vais pas perdre plus de temps à les départager. Maintenant tout ce que je veux limite, c'est me lancer dans une full rétrospective vu comment je suis dans un mood Shinobi. Mon top est fini, et cette vidéo aussi. On se dirige vers la conclusion alors. En me refaisant de longues sessions avec des crédits limités, c'est là que je voyais que beaucoup de jeux étaient assez courts en arcade mine de rien. C'est pas des jeux console. Et même comme ça recycle beaucoup d'assets. Donc en les ayant approfondis cette fois-ci, je les ai pas toujours trouvés très denses par rapport à nos standards actuels. Et c'est pour ça qu'ils étaient durs. Pour que ça reste un exploit de les finir, même en 30 minutes. Je dirais pas que j'ai totalement émulé les sensations de l'époque parce que j'ai grave abusé des crédits. Si à l'époque j'avais dépensé sans compter comme ça,
je serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire sur mon Astro City Mini. J'ai beaucoup aimé la manette, et j'ai peur qu'en en disant trop de bien, je sous-entende que les boutons de base de la borne soient pourris, mais c'est pas du tout le cas. Les deux sont top. Et dans l'ensemble, cette gamme Astro City qui est revenue, elle a une très bonne qualité de finition. Et j'aime le look de la borne et de ses accessoires, ce mélange de noir, blanc, vert. Je trouve ça original pour du jeu vidéo. A noter qu'il y a une autre version de l'Astro City qui est sortie ensuite, c'est la version V pour vertical. Et là, ils ont pris l'écran et ils l'ont mis sur le côté pour les jeux qui prennent en compte cette disposition verticale, donc principalement des shoot'em up. Elle aurait pu me tenter, j'aurais pu recycler ma manette Astro City, mais c'est pas donné et je suis pas un assez gros pigeon encore. Et puis en vrai, l'intérêt de la version V, c'est que l'écran soit sur le côté, donc c'est y jouer directement sur la borne. Si tu la branches sur ta télé, tu perds un truc. À moins que tu puisses retourner entièrement la télé, ça je sais pas si c'est possible. Donc moi si je l'avais, j'y jouerais sur la borne, mais alors avec la manette branchée, on perd un peu le charme du setup arcade je pense. Donc c'est peut-être encore sur l'Astro City de base que cette manette est la plus pertinente. Quand tu la branches à une télé, est-ce que vous avez testé l'une ou l'autre des versions? Ou est-ce que vous avez d'autres consoles mini que vous avez kiffé? Moi je kifferais que Sega continue de sortir des machines, mais ils nous ont annoncé là récemment que ils voulaient pas être perçus comme une boîte rétro, et donc qu'ils arrêtaient tous les délires de consoles rétro mini. À mon grand désarroi, parce qu'il y a encore plein de jeux arcade qui auraient mérité une ressortie. Mais tant pis, que voulez-vous, faudra y jouer dans les salles d'arcade des Like a Dragon suivants. Je vous quitte, merci à ceux qui feront l'effort de laisser un commentaire pour dire qu'ils sont passés, dire ce qu'ils pensent de Sega en arcade, et moi je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos arcade. Ciao!